En deux mots, le thème de ce soir, c'est la thérapie génique dans les maladies neuromusculaires. On va détailler les concepts, hein, qui sont des concepts par certains égards un peu complexes, mais on va y arriver. On a le temps, on n'est pas trop nombreux, on peut poser toutes les questions qu'on veut. Pour ce qui me concerne, donc, je suis pédiatre et médecin de rééducation de formation. J'ai été longtemps avec Jean-Marc et quelques autres à l'hôpital de Garches, que certains d'entre vous connaissent peut-être de nom. On s'occupait d'enfants atteints de précisément ces maladies neuromusculaires. Et puis ensuite, j'ai rejoint, alors pendant un certain moment, l'AFM Téléthon, c'est-à-dire que j'étais le directeur médical de cette structure. Ensuite, je suis retourné à l'hôpital, en l'occurrence à Garches, puis reparti à la salle pétrière, donc à l'Institut de myologie, qui est une structure un peu novatrice en ce sens où c'est un partenariat entre l'Assistance publique Paris, donc une structure hospitalière, universitaire, des organismes de recherche, donc l'INSERM, le CNRS, et c'est ça toute l'originalité de la structure, c'est qu'il y a les patients, enfin l'association de patients, qui est très directement impliquée dans le fonctionnement de l'Institut, puisque c'est elle qui l'a créé, en apportant les fonds qui provenaient du Téléthon. Voilà. Et puis le TRIT-NMD, ça c'est plus le côté international. C'est une alliance à la fois de spécialistes médicaux ou paramédicaux, mais aussi des associations de patients concernés par les maladies neuromusculaires, qui essayent de promouvoir les connaissances, les avancées dans la recherche, et qui, là aussi, nous met en contact avec voilà, le monde entier. Un petit peu le Pacifique, mais pas trop, ça on pourra en parler dans la discussion. Mais en tout cas, c'est voilà, un réseau neuromusculaire mondial qui marche pas mal. Alors la suivante, alors comme toujours, hein, vous savez, dans les congrès, il faut dire ce qu'on fait, avec qui on travaille, avec les laboratoires, les machins. Donc ça, c'est mon pédigré. Donc j'insiste surtout sur le fait que on a une formation, comme Jean-Marc et Isabelle Missotte, orientée sur la neuropédiatrie. Donc c'est l'enfant malade avec des problèmes neurologiques, dont font partie les maladies neuromusculaires. Donc on est clinicien hein, de base et on continue à examiner des malades tous les jours, comme on l'a fait là, depuis 3 jours en mission. Mais effectivement, j'enseigne beaucoup, comme d'autres, hein, mais ces maladies, un peu partout dans le monde, ce qui, y compris si vous arrivez à dire là, donc en Ukraine, en Russie, bon pour l'instant tout ça est stoppé, mais on a formé énormément d'élèves pour ces maladies qui ne sont pas bien connues, qui ne sont pas bien enseignées, que ce soit à la faculté ou même ailleurs, parce qu'elles sont rares. Voilà. Donc, et effectivement, il m'arrive aussi de travailler avec l'industrie pharma, puisque c'est le message de ce soir, c'est que par rapport à une époque où toutes ces maladies dont on va parler étaient ignorées à la fois de la médecine, mais surtout des laboratoires, on arrive maintenant, pour certaines d'entre elles, à avoir des thérapies innovantes, financées et finançables par la sécurité sociale. Alors, la suivante. Voilà. Alors, vous n'êtes pas tous neurologues, loin s'en faut, hein, même si vous avez certainement des notions de base hein, de la neurologie. Alors, c'est de la neurologie périphérique, c'est-à-dire on ne parle pas du cerveau, on parle surtout de ce qui se passe au niveau du motoneurone, donc qui est la cellule effectrice du mouvement, et surtout de cet ensemble qu'on appelle l'unité motrice, si vous vous rappelez de vos notion de neuroanatomie, hein, donc c'est un motoneurone moteur avec le corps cellulaire, l'axone, le fil électrique qui part en direction du muscle, qui fait l'interface ici avec la jonction neuromusculaire, donc il s'articule avec le muscle, et puis le muscle proprement dit, avec les stries, Z, etc., que vous connaissez certainement mieux que moi, et qui permettent la contraction. Alors ça c'est le cadre nosologique, c'est-à-dire qu'on parle de maladie neuromusculaire quand on est dans le cas où un de ces éléments, que ce soit la corne antérieure, précisément le corps cellulaire, la jonction neuromusculaire, ça c'est plutôt la myasthénie, et puis au fond, c'est les myopathies. D'accord? Donc ça, il faut rester avec ce schéma-là qui reste, bien qu'il peut, dans certaines maladies, poser un problème, parce qu'il arrive que certaines de ces myopathies, hein, on en dira peut-être 2 mots, non seulement touchent le muscle, mais peuvent aussi toucher le cerveau, par exemple. Hein, c'est le cas des mitochondriopathies, des encéphalopathies mitochondriales. Donc quelquefois on a du mal à les rentrer complètement dans ce cadre nosologique. La suivante. Alors, en pratique clinique, le message à retenir, donc on reste toujours avec l'unité motrice, là qui est notre fil conducteur.
avec les 4 éléments, le corps cellulaire de la corde antérieure de la moelle épinière, donc c'est là que ça se passe, le nerf proprement dit, la jonction neuromusculaire, c'est-à-dire l'interface entre le nerf et la fibre musculaire, et puis tout au fond, la fibre musculaire proprement dite. Alors, première constatation, c'est que vous voyez qu'il y a énormément de ces maladies, et encore je ne vous ai pas tout mis, hein, puisqu'on est rendu aujourd'hui à pratiquement 500 ou 600 entités différentes, parce que dans l'intervalle, on a trouvé des gènes différents, on s'est aperçu qu'on pouvait différencier à l'intérieur même de certains sous-groupes, on pouvait faire des sous-groupes encore plus petits, d'où cette myriade, cette constellation de maladies tout aussi compliquées les unes que les autres, et avec quand même certaines d'entre elles qui sont paradigmatiques au sens où elles sont fréquentes, ou en tout cas plus fréquentes que les autres, et ça, vous risquez d'en voir. Hein. Alors, que ce soit la myopathie de Duchenne, ou les amyotrophie spinale, ou une chose comme ça. Hein. Donc, grande hétérogénéité. Deuxième élément, le fait que, alors même si ça n'apparaît pas ici de façon différentielle, mais la plupart d'entre elles sont d'origine génétique. Pratiquement 80%, 90% sont déterminées par des anomalies dans des gènes. Hein. Et ça, c'est d'autant plus vrai chez les enfants et moins chez les adultes. Chez les adultes, on a plus de la pathologie acquise, le plus souvent d'origine auto-immune, hein, comme bien souvent. Et donc l'approche est différente. Alors aujourd'hui, on va parler, puisque le thème c'est la thérapie génique, on parle que de celles qui sont génétiquement déterminées. Mais il ne faut pas oublier les autres. Je pense notamment, si c'est des mots qui vous disent quelque chose, les dermatomyosites, qui traînent un peu dans les bouquins de médecine, ou les myosites, c'est-à-dire les inflammations du muscle d'origine immunitaire, où là, on a des marqueurs, on peut faire des auto-anticorps et des dosés, et surtout, on peut maintenant donner des traitements très adaptés, parce que là aussi, on a fait énormément de progrès en immunologie sur les 15 dernières années. Alors, on ne va pas les traiter aujourd'hui, mais n'oubliez pas que c'est important. Alors, là, pour les besoins de la cause de ce soir, on va traiter que 4 exemples hein, qui sont directement concernés par la thérapie génique, donc le sujet d'aujourd'hui, qui sont d'une part les amyotrophies spinales. Hein, amyotrophie spinale. Alors, je suis désolé, la plupart des diapos sont en anglais, mais je sais que vous parlez anglais, la plupart d'entre vous. Donc, amyotrophie spinale, qui est la maladie emblème des atteintes de la corne antérieure de la moelle épinière, et qui se situe donc ici. D'accord ? Alors, on verra ensuite, ou alors je ne sais plus dans quel ordre c'est, mais la myopathie de Duchenne, hein, qui est ici. La myopathie de Duchenne, donc, ça fait partie des anomalies de la fibre musculaire proprement dite. Et puis, on verra 2 autres maladies, qui sont la maladie myotubulaire et la maladie de Pompe. Ce sont les 4 exemples les plus intéressants en termes de thérapie génique au jour d'aujourd'hui, avec des succès pour certaines, des déceptions pour d'autres, et beaucoup de points d'interrogation pour la plupart d'entre elles. Alors, simplement un mot pour remettre ça dans le contexte calédonien, puisque alors le contexte calédonien, c'est quoi pour toutes ces maladies? Ben, c'est comme partout dans le monde, c'est qu'elles sont des maladies rares, mais elles existent. Et elles existent en Calédonie avec une fréquence qui est vraisemblablement la même, ou en tout cas comparable aux pays de la région, y compris l'Australie, etc. Il ne semble pas, en tout cas dans l'état actuel de nos connaissances, des travaux qu'on a pu effectuer avec l'équipe du Medipôle et puis au fil des missions, qu'il y ait par exemple une prévalence plus importante, une fréquence plus importante d'une maladie parmi celles-là, parce qu'il y aurait un effet fondateur. Alors, il y a une exception, je la cite parce qu'on ne va pas pour en parler aujourd'hui, c'est une maladie mitochondriale qui donne à la fois un problème encéphalopathique, donc plutôt un problème de cerveau, mais qui donne aussi un problème musculaire. Et là, il y a effectivement une énorme famille, hein, on peut dire le mot, hein, de je ne sais plus combien ça fait d'individus. Alors là, pour le coup, il y a un effet de loupe, parce que c'est très fréquent par rapport à la prévalence qu'on pourrait imaginer. Et on connaît donc une famille alors très étendue, avec des frères et des sœurs, et puis voilà. Et alors, ça a une particularité, cette maladie, là, mitochondriale, c'est de se transmettre par l'hérédité maternelle. Alors, on ne va pas faire ici
l'hérédité transmise par les mitochondries, mais c'est très particulier, c'est-à-dire que les mamans ne sont pas transmettrices, enfin elles peuvent être transmettrices, pardon, elles peuvent donner lieu à des enfants qui sont atteints, garçon-fille, et après c'est les filles qui retransmettent. Donc voilà, c'est d'ailleurs comme ça qu'on les repère. Donc ça, c'est effectivement, ça paraît assez, pas spécifique, parce qu'on trouve aussi d'autres types de maladies mitochondriales dans d'autres régions du monde, mais celle-là en particulier a été très largement étudiée ici. C'est lié au chromosome X? Non, c'est de la mitochondrie pour le coup. C'est-à-dire que, alors on va y revenir pour le chromosome X, c'est plutôt le Duchenne, mais pour la mitochondrie, c'est l'hérédité maternelle. Hein, vous savez que les mamans, c'est elles qui transmettent les mitochondries. Les hommes, enfin les pères, donc les spermatozoïdes ne contiennent pas de mitochondries. Donc du coup, vous ne transmettez que les. Donc par ce fait, c'est un mode très particulier de transmission. Ok. Donc sur la fréquence, hein, alors il y a peut-être aussi, mais c'est peut-être un effet de loupe là aussi. La première maladie, la myotrophie spinale, puisqu'on va en parler dans quelques secondes. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup vu. On n'a pas beaucoup vu dans le territoire. Alors, c'est vrai que c'est rare, il peut y avoir un effet, vous savez, de fluctuation, parce que là, nous, on regarde ça sur 10, 15, 20 ans, et puis peut-être que la semaine prochaine, on va en découvrir 3 ou 4 de plus. Hein, ça c'est déjà arrivé. Mais il semble quand même que ce ne soit pas, notamment dans la population kanak, je n'ai pas le souvenir qu'on ait... Alors, oui, toi, peut-être, Isabelle, tu en as peut-être vu... des amyotrophies spinales dans la communauté kanak, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, je crois que sur toute l'île, il n'y en a qu'une seule, hein, c'est ça, qu'on connaisse. Alors qu'en métropole et dans d'autres pays, c'est en revanche une pathologie fréquente, pour ne pas dire banale. Alors c'est peut-être lié aussi au fait qu'il y a, on en parlait tout à l'heure avec, je ne sais plus qui, mais sur le fait qu'il y a peut-être relativement peu de consanguinité dans le territoire et alentour. Et cette maladie-là, justement, elle est surtout vue dans les zones où il y a de la consanguinité, beaucoup de consanguinité. Dans le Maghreb, dans les pays arabes, les pays du Golfe, etc. Ça, vous en avez beaucoup, beaucoup. Mais là, il semblerait que ce ne soit pas le cas. Un peu de consanguinité en Nouvelle-Calédonie ? Ça paraît... Oui, mais la réalité... Enfin, moi, je ne connais pas les chiffres définis, mais dans notre domaine de compétences, qui est en l'occurrence le neuromusculaire, on ne voit pas beaucoup de cette maladie qu'on s'attendrait à voir. Alors, soit il peut y avoir des biais, c'est-à-dire que soit on ne voit pas les enfants parce qu'ils n'arrivent pas jusqu'à nous, c'est possible. Enfin voilà, il y a peut-être des choses à fouiller de ce point de vue-là. Hein. Alors, autre chose aussi, on a, ça c'est relativement banal, et ça j'insiste pour les médecins généralistes, ce qu'on appelle la maladie de Charcot-Marie-Tooth, qui est une neuropathie héréditaire, qui se traduit par des pieds creux. Les pieds creux, ça se voit, les gens, quand on les examine, où ils ont les problèmes des mains, etc. Ça, on en voit, et on en voit plutôt beaucoup. Hein. Donc, ça s'explore, et maintenant, on a la possibilité de faire des tests génétiques. D'accord ? Donc, sur la classification, alors, je pense que, même si vous ne connaissez pas beaucoup de ces maladies, vous avez certainement, de par vos études de médecine, entendu parler de la myasthénie, etc. Ça, c'est auto-immun, hein, il y a des anticorps, mais il y a aussi des formes congénitales qui sont héréditaires. Vous avez certainement entendu parler de la myopathie de Duchenne, je pense. Les amyotrophies spinales, je pense que vous connaissez quand même, vous en avez vu, mais c'est vrai que le nom ne vous parle peut-être pas. Quant à celle-là, je pense que vous n'en avez pas vu, et que vous n'en avez jamais entendu parler, mais par contre, sur le plan du concept, c'est important qu'on en parle. Alors, la suivante. Alors, historiquement, faut se replacer 30 ans en arrière ou presque. 1986, c'est la découverte du premier gène d'une maladie génétique par ce qu'on a appelé la génétique inverse, c'est-à-dire qu'on est parti du gène pour essayer de retrouver la protéine et de comprendre pourquoi la maladie génétique arrivait. Et ça s'est passé effectivement pour une maladie musculaire, en l'occurrence la myopathie de Duchenne. Et à l'époque, quand on parlait des maladies neuromusculaires, bon, on disait, bah voilà, entre la myasthénie, il y avait la myopathie de Duchenne, il y avait les amyotrophies spinales, enfin les grands classiques, bon, les experts connaissaient. Donc 30 ans et plus après, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on a fait exploser la nosologie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que 40 myopathies différentes, il y en a maintenant 600 et probablement plus. Et plus les années passent,
avec les progrès du génome et du séquençage humain, du génome humain, on arrive à trouver des nouveaux gènes et donc des nouvelles maladies neuromusculaires. Donc ça, c'est la première. Donc on a fait un énorme travail là sur oui, les 20 premières années d'inventaire de ces maladies. Et ça, et on ne parlait pas de thérapie à l'époque, hein, il s'agissait pas de. Mais c'était le préalable, c'est-à-dire découvrir les gènes responsables de ces maladies neuromusculaires héréditaires. Et ça a été des travaux qui ont été menés partout dans le monde et en général sur des isolats, hein, c'est-à-dire des isolats très consanguins dans des îles. Alors ça a été à l'île de la Réunion, ça a été au Maghreb, etc. Et ça a permis de faire avancer beaucoup les choses. Alors c'est vrai que la contribution du Pacifique a été assez modeste, on va dire ça comme ça, pour découvrir ces maladies musculaires rares, mais peu importe. Alors le troisième point, c'est que à l'époque, hein, et Jean-Marc et moi et d'autres ont connu ça, c'est-à-dire quand on avait un myopathe, comme on disait un myopathe, ou un gamin avec une amyotrophie spinale, bon, c'était un traitement essentiellement palliatif, au sens où on accompagnait, quand ils étaient vraiment dans un état proche d'un stade terminal, et avant, on les aura aidés, on les aura soutenus, mais sur le plan ventilatoire, sur le plan orthopédique, mais on était assez contemplatif, hein, parce qu'on ne savait pas traiter la plupart de ces maladies. A l'inverse, dans la période actuelle, on est clairement dans une approche thérapeutique, bon, alors qui n'est pas une guérison, hein, soyons clairs. On ne guérit pas d'une maladie génétique. En revanche, on peut compenser l'absence de protéines en bricolant les gènes, et c'est tout l'objet de la thérapie génique. Donc ça, c'est une réalité. Hein. Pas pour toutes les maladies neuromusculaires, loin s'en faut, mais c'est quand même important. Alors, les thérapies géniques, vous voyez, j'ai mis 3 croix, parce que c'est ce qui paraît le plus séduisant, le plus efficace pour certaines de ces maladies. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tous les médicaments qu'on peut donner, y compris des médicaments j'allais dire ordinaires, de la cortisone, des vitamines, tout ça, ça se donne, et elles peuvent avoir une efficacité sur certaines des myopathies. Et puis enfin, ça c'est la grande tarte à la crème, c'est la thérapie cellulaire. Donc là, on ne parle pas de thérapie génique ni de pharmaco. Et là, c'est tous les gens qui travaillent sur les cellules souches, dont vous avez certainement entendu parler, qui sont, à mon sens, prématurées, en tout cas pour les imaginer être actives, pour régénérer un muscle ou un nerf, mais sur le concept lui-même, c'est intéressant. Il faut savoir qu'on peut, vous avez peut-être entendu parler des IPS, c'est des cellules qu'on peut reprogrammer, hein, les cellules souches qu'on peut différencier en lui disant va faire du muscle, ou va faire du nerf, ou va faire ceci, ou faire ça. En laboratoire, ça marche. Après, chez l'homme, c'est encore au tout début, et il faut faire attention. Le problème, alors je ne sais pas si c'est le cas dans la région, de ces thérapies cellulaires, c'est que c'est malheureusement une approche qui a été dévoyée par certaines entreprises, alors pas pharmaceutiques, mais c'est carrément des cliniques ou des choses comme ça qui se sont mises à faire des cellules souches. Et si j'en parle, c'est parce que beaucoup de malades, alors pas tellement en France, mais dans d'autres pays, quand il n'y a pas les ressources locales, vont quelquefois faire des injections de cellules souches. Voilà, en Ukraine, en Russie, en Bulgarie, je ne sais pas sûr qu'il y en avait pas. Hein. Mais voilà, mais c'est à visée commerciale. On a eu beau expliquer que ce n'était pas scientifique. Quand les parents sont totalement démunis, ils sont prêts à faire pas n'importe quoi, mais à tout essayer. Mais ça peut être dangereux pour l'enfant qui va recevoir la thérapie cellulaire, parce qu'on a quelquefois des accidents. Et surtout, c'est très délétère pour le portefeuille, parce que c'est des choses qui coûtent très cher avec une efficacité très relative, hein, pour pas dire nulle. Bon, cela étant dit, si on regarde la suivante, alors en anglais, oui, alors je vais vous résumer très rapidement donc les 10 commandements. À l'heure d'aujourd'hui, quand on voit un gamin qui a un problème moteur, qui ne marche pas bien, chez qui on va suspecter une maladie de Duchenne, une amyotrophie spinale ou autre chose, notre priorité, c'est quand même de voir si cette maladie-là en particulier, elle est traitable. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un traitement spécifique, plus ou moins efficace, mais peu importe, est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que ça, il faut le mettre tout de suite sur le dessus de la pile. L'autre priorité aussi, c'est de voir, toujours devant des troubles moteurs, si c'est une maladie génétique ou pas. Je vous ai expliqué que la plupart sont génétiques, mais il y en a un petit pourcentage qui ne l'est pas. Donc là aussi, si c'est génétique, vous allez conseiller la famille, c'est-à-dire que vous allez éviter ou faire éviter que d'autres enfants aient la même maladie. Hein.
Si c'est une myopathe du chêne, par exemple, il faut absolument faire ce conseil. Hein. En tout cas, vous donnez l'information. Les familles font ce qu'elles veulent après. Hein. Mais en tout cas, vous donnez l'information. Est-ce que la maman est transmettrice? Est-ce qu'il y a un risque de voir réapparaître la maladie dans la descendance? Tout ça. Alors, ensuite, il faut bien voir que comme c'est des maladies rares, tout le monde ne les connaît pas bien. Et il y a, grâce aux actions concertées de la DGOS, donc la DGOS c'est le service au ministère, c'est qu'on a maintenant des réseaux de ces maladies rares. Alors pour les maladies neuromusculaires, il y a un réseau très bien organisé de centres de référence et de compétences qui couvrent l'ensemble du territoire, sauf effectivement la Calédonie et la Polynésie. Alors je sais que nos collègues y travaillent pour essayer de faire avancer le dossier parce qu'il n'y a pas de raison. Bon, certes, elles sont rares, mais il y a une structure à inventer pour que, alors que les spécialistes, ils sont là, hein, mais que autour d'eux, il y ait une infirmière de conseil génétique, etc., enfin, ou un conseiller génétique, etc., etc. Donc la notion de spécialiste, il y en a, mais encore faut-il les trouver et qu'ils soient ad hoc. Alors, l'approche de toutes ces maladies, c'est aussi une approche multidisciplinaire. C'est qu'une fois qu'on a fait le diagnostic, myopathe du chêne ou autre, il faut bien sûr une prise en charge kinésithérapique, ça c'est une chose, une prise en charge respiratoire si nécessaire, donc il faut un pneumologue. Il y a une prise en charge également sur le plan pédopsychiatrique pour certains quand il y a des troubles des apprentissages, etc., etc. Enfin voilà, c'est un travail d'équipe. Voilà. Et puis on dispose maintenant, avec toute l'expérience qu'on a, notamment au niveau international, de recommandations. Voilà, on sait quand on a myopathie du chêne qu'il faut faire ceci, cela, à tel stade de la maladie. C'est assez bien protocolisé et on peut s'y fier. Voilà. Et puis moi j'aime bien le terme aussi d'être empathique, c'est-à-dire quand vous faites des diagnostics comme ça, j'ai un petit garçon de 3-4 ans qui a une myopathie du chêne, comme on l'a fait ce matin, bon, vous savez que vous vous embarquez pour une aventure de... Dans le temps c'était 20 ans, mais maintenant c'est 30-40 ans. Et il faut créer des liens, d'ailleurs ils se créent naturellement avec la famille, avec l'entourage, pour que ça se passe au mieux, en sachant que c'est quand même une maladie, comment dire, invalidante, angoissante, tout ce que vous voulez, et in fine, mortelle. Voilà. Alors la suivante. Alors, comme j'ai dit, on va parler des 4 maladies ici. Je vous parlerai d'une dernière technique qui est très à la mode, hein, parce que ça aussi, ça pourrait être le futur. La suivante. Voilà, la suivante. Alors, la thérapie génique. Hein. Si on parle de la thérapie génique, c'est un peu un mot magique, mais c'est le fait d'utiliser un certain nombre de techniques pour aller pallier la déficience d'un gène. Ok ? Ça, c'est simple comme concept. Et ça commence déjà, là c'est simplement quelques exemples, à être utilisé en clinique humaine dans des maladies très variées, y compris les maladies neuromusculaires, mais pas que. Hein. Donc vous avez peut-être entendu parler de thérapie génique, par exemple dans certaines rétinites héréditaires. On peut faire comme ça des injections contenant le virus qui lui-même contient un petit bout d'ADN médicament et d'améliorer sensiblement les choses sur le plan clinique. Mais c'est vrai aussi pour la mucoviscidose, c'est vrai aussi pour certaines leucémies, etc. Donc ça pour dire que voilà, la thérapie génique, c'est sans doute une technique d'avenir pour beaucoup des maladies. Alors ça reste expérimental, ça reste pour des maladies relativement rares, mais vous voyez que tout le monde est concerné pour tout ça. Alors, la suivante. Alors, le principe de la thérapie génique est relativement simple. Si on considère qu'on a besoin, pour faire simple, hein, d'un vecteur, c'est-à-dire d'un outil dans lequel on va mettre la séquence d'ADN, donc un gène médicament, charge à ce vecteur qui contient le gène médicament d'aller dans la cellule cible, dans le tissu cible, pour réexprimer ou faire exprimer la protéine. Ça, c'est simple. Après, on peut faire de la thérapie génique qui ne soit pas virale, c'est-à-dire qu'on peut ne pas utiliser des virus, mais partant du même principe, on va utiliser des liposomes ou d'autres choses, et on peut espérer arriver au même résultat. Donc là, je vous ai mis simplement en rouge la thérapie génique qui utilise des virus, et celle en bleu qui ne les utilise pas. Les deux dernières, là, c'est des choses dont on parle de plus en plus, mais aussi le CAR-T, hein,
Il y a certaines leucémies qui sont traitées comme ça. Donc on ne va pas insister là-dessus, mais moi je voudrais vous dire simplement que pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire dans la pathologie des neuromusculaires, c'est surtout l'AAV, donc c'est un virus associé à l'adénovirus, qu'on utilise en priorité. Voilà. À la différence de l'antivirus, voilà, ou de celui-ci, là, le rétrovirus, qu'on utilise notamment pour les déficits immunitaires héréditaires, les enfants bulles, si vous vous rappelez, hein, qui sont sous bulles pendant des années, ceux-là, on les traite plutôt avec des rétrovirus et ça marche très bien. Nous, on utilise le AAV. La suivante. Voilà, donc ça on passe, c'est un peu compliqué, tu peux passer. Oui, ça aussi on va le dire à la fin, donc je ne vais pas insister là-dessus. Et on va directement embrayer sur l'amyotrophie spinale. Donc amyotrophie spinale infantile, que de plus en plus, même en français, on appelle SMA. Voilà, c'est l'acronyme communément admis. La suivante. Alors, un petit mot clinique. C'est une maladie neuromusculaire. Le dénominateur commun de la plupart des maladies neuromusculaires, c'est de conduire à une paralysie, de plus ou moins grande importance, mais c'est une paralysie. Et dans cette maladie-là, on a décrit déjà depuis parce que la maladie elle-même a été décrite dans les années 1890, donc ça ne date pas. Mais après, on a classé cette maladie en plusieurs formes. Formes elles-mêmes dépendant de la gravité des symptômes. Et vous voyez entre ce petit garçon à gauche qui a la forme la plus sévère, donc d'amyotrophie spinale. Cet enfant a vécu peu de temps, parce qu'il a probablement, au bout de 2 ans, eu les ressources nécessaires pour respirer, pour avaler. Et donc il a fait des complications dont il est décédé. Mais en tout cas, il a eu une période où il est né, où il était considéré comme un bébé normal. Et ce n'est qu'au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, qu'il a développé des syndromes, c'est-à-dire qu'il est devenu tout mou. Voilà, c'est devenu un bébé tout mou, sous la forme de ce qu'on appelle une attitude en batracien, hein, que les pédiatres connaissent bien. Après, quand on voit ce genre d'enfant, quand on en a vu une fois dans sa vie de neuropédiatre, ou même de généraliste, on sait tout de suite les reconnaître. Parce qu'ils sont tous typiques, ils ont le thorax qui se balance, etc., etc. Et surtout, ils n'ont pas de réflexes. Les réflexes ostéotendineux disparaissent parce qu'ils ont une atteinte du motoneurone qui est typique. Voilà. Donc ceux-là, c'est les types 1. C'est les plus graves. C'est ceux qui vont mourir si on ne fait rien à 2 ans. Et qui représentent en plus la majorité, hein, en gros 50%, de l'ensemble de ce groupe de patients. Après, les types 2, alors ce sont les enfants. Alors vous voyez que celui-là, le premier, il va jamais s'asseoir. Jamais. Bonsoir. Le type 2 va jamais s'asseoir. Et c'est même la définition. Hein, non, pardon. Celui-ci va jamais s'asseoir et celui-ci va s'asseoir. Excusez-moi. D'accord ? Type 2. Voilà. Type 3, il s'assoit et en même temps, il est capable aussi de marcher pendant un certain temps. D'accord ? Voilà. Donc on a toute cette graduation. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les types 2, qu'on arrive à asseoir, mais ils sont quand même paralytiques. Ils sont paralytiques, et de ce fait, comme ce sont des jeunes enfants qui sont en croissance, et notamment au niveau orthopédique, si on ne fait rien, ils vont avoir des déformations très rapidement, des scolioses épouvantables, des répercussions sur le plan respiratoire, des flessomes, enfin, voilà. Ça, c'est connu, on sait. Et si on ne fait rien, effectivement, ils vont être complètement déformés, et ils risquent d'avoir des sérieux problèmes, y compris qui les amènent en réanimation pour certains. Hein. Donc ça, c'est les types 2. Et les types 3, en général, voilà, ils ont des problèmes moteurs, mais le reste, ça va. Déglutition, la respiration, ça va. Une particularité de cette maladie, c'est que ce sont des enfants hyper intelligents. Hyper intelligents, très, très fins, très, très alertes. D'ailleurs, c'est une façon aussi de les repérer. Qui font des études, si on les prend bien en charge. Ils font des études, ils vont à l'université, ils ont un boulot, et vous les voyez même quelquefois sur les plateaux télé. En Espagne, j'en connais 2 qui sont députés, parlementaires, etc. Enfin, c'est des têtes. Hein. Bon, la suivante. Donc, une maladie qu'on a décrite donc, il y a très longtemps, mais dont on ne connaissait pas l'origine.
Alors, on savait qu'elle était génétique, mais c'était très limité comme connaissance. Et en 1974, avec une collègue à nous, Jean-Marc, on a identifié le mécanisme génétique de cette maladie. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, simplement pour vous rappeler, c'est un bon exercice, ce que c'est qu'un gène et ce que c'est qu'une protéine. Donc, un gène, c'est ça. C'est un morceau d'ADN. C'est un gène parmi les 30 000 gènes qu'on a dans notre génome. Mais celui-là, le gène SMN1, il est un peu particulier. Voilà. Il a des exons, et puis ces exons, ils sont traduits, enfin transcrits plutôt. Et puis ensuite, il y a la fabrication de protéines. Et puis on arrive à la fin à une protéine, qui est ici en vert, et qui est nécessaire à la survie des motoneurones. Voilà. Donc les motoneurones, vous vous rappelez de l'unité motrice, ils sont là, ils ont besoin de cette protéine verte. Et si la protéine verte manque, à ce moment-là, le motoneurone dégénère, il disparaît. D'accord? Donc ça, c'est le principe. Voilà. Donc ça, il se trouve que c'est le gène SMN1, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais il se trouve que, juste à côté du gène SMN1, il y a le cousin germain du gène SMN... Pardon, il y a SMN2 qui est le cousin germain du SMN1. La seule différence entre les deux, c'est cette petite lettre ici, le C, qui est remplacé par un T. Mais cette différence fait que le gène SMN2, il n'est pas tout à fait exactement pareil que l'autre. Et au final, il ne produit qu'une petite quantité de protéines vertes, donc qui est indispensable aux motoneurones. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a appris avec les généticiens. Donc on a identifié le gène. On a vu qu'il y avait un gène à côté qui ressemblait beaucoup, mais qui ne produisait pas beaucoup de protéines animales. Donc la suivante. Donc voilà. Quand vous avez donc cette maladie, la myotrophie spinale, ce gène, SMN1, vous ne l'avez plus. Il y a une délétion, tout ça a disparu. Donc du coup, vous n'avez plus de protéines vertes pour faire survivre vos motoneurones. Mais comme vous avez des gènes, enfin un gène ou plusieurs gènes SMN2, vous avez encore un petit peu de protéines. Et plus vous avez de copies SMN2, puisque vous avez le gène SMN2, en fait, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. On a la suite. Eh bien, si vous en avez beaucoup, des copies de secours, vous allez pouvoir maintenir vos motoneurones et être cliniquement pas trop mal. C'est ce qu'on observe en clinique. La suivante. Alors, en clinique, on sait maintenant que la définition de la maladie, donc c'est l'absence du gène SMN1, ça c'est une chose, mais on sait aussi, et c'est pour ça qu'on l'étudie de plus en plus, que si on a une notion du nombre de copies des gènes SMN2, eh bien, on peut prédire en gros la sévérité de la maladie. Moins on a de copies SMN2, et plus on aura une expression de la maladie, un phénotype sévère. Et à l'inverse, quand on a 4 copies, ben on est plus tranquille. La suite. Alors, comme je vous l'ai dit, donc on est maintenant dans une phase de... C'est une révolution thérapeutique, et je pèse mes mots. On a, au jour d'aujourd'hui, 3 médicaments qui sont approuvés, commercialisés, remboursés dans la plupart des pays où ils ont été mis à disposition, qui sont d'une part le nusinersen, la thérapie génique proprement dite, et puis un autre produit qui est à base d'une petite molécule qu'on appelle le risdiplam. Voilà. 3 molécules qui ont été approuvées très vite. Je crois que le premier c'est 2017, on va voir, je crois qu'il y a une dépôt après, et puis ça a été suivi par le deuxième et par le troisième. Donc, très vite. Pourquoi très vite? Parce que quand on a commencé à traiter les enfants avec ces choses-là, eh ben, les résultats étaient spectaculaires. Les petits enfants que vous avez vus tout à l'heure, le petit nourrisson là, qui malheureusement décédait très vite, ben, il survivait. Il survivait. Alors après, on pouvait discuter des conditions de la survie, mais en tout cas, il était encore là à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, etc. C'est ce qu'on observe. Voilà, donc ça a été la bonne nouvelle. Alors après, ça c'est les indications, c'est plus des problèmes d'experts, mais c'est vrai qu'on essaye de réserver certaines de ces molécules à certains types. Par exemple, quand vous avez un type 3 que vous marchez, même si vous avez des difficultés pour marcher, on ne va pas vous donner le nusinersen, on va plutôt vous donner l'Evrysdi, parce que ça se prend par la bouche et que c'est pas trop contraignant, etc. La suivante. Voilà, alors, autre message. Là, je vous ai dit qu'il y a 3 molécules qui sont approuvées, mais on sait que dans les tuyaux, il y en a encore plein d'autres
qui peuvent être des versions améliorées des premiers, ou des concepts tout à fait différents. Mais en tout cas, ça avance. Et ça avance parce que les laboratoires commencé à s'intéresser au marché. Je crois que la diapo d'après le montre. Vous voyez, vous avez des noms de laboratoires au-dessus. Alors pourquoi ils s'intéressent à la myotrophie spinale? D'abord au niveau du concept, pour montrer que la thérapie génique, puisque c'est ça dont on parle aujourd'hui, est un concept valable, efficace, et donc monnayable, parce que ce n'est pas des philanthropes, les labos. Vous les avez vus commencer à développer des molécules. Alors je vous ai dit, donc, la thérapie génique, c'est celle dont on m'a parlé, elle est là. Elle se donne en intraveineux, et elle se donne, ça c'est intéressant, en une fois. Les petits bébés que vous avez vus, c'est une injection unique. On espère qu'il n'y a pas de problème là, qu'il tolère bien, mais s'il le tolère bien, et on n'y revient pas. Alors pourquoi on n'y revient pas? C'est parce qu'on utilise, comme vous l'avez vu, donc des virus. Et quand vous faites une injection de thérapie génique, vous vous immunisez contre le virus. C'est comme une vaccination. Donc si vous revenez 5 ans après ou autre, en voulant réinjecter votre enfant, le système immunitaire va reconnaître en disant « Ah non, j'ai des anticorps pour expulser le truc ». Donc c'est pour ça qu'à ce jour, on est un peu limité pour la thérapie génique parce que c'est one shot, comme on dit. C'est one shot. Mais alors, il y a d'autres approches qu'on ne va pas développer ici, mais notamment celle-là, qui consiste effectivement à donner des petites molécules d'ADN qu'on injecte comme une ponction lombaire pour essayer de protéger le motoneurone, et ça marche aussi très très bien. Voilà, donc les messages à retenir de ça, c'est que, donc, il y a de plus en plus de molécules, de plus en plus de laboratoires qui s'intéressent à la chose. Alors, on pourrait penser que le fait qu'il y ait plusieurs laboratoires intéressés par la même pathologie, donc de ce fait avec la compétition, ferait baisser les prix. Que nenni. Que nenni. C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils se tiennent tous, ils savent que c'est un marché de niche parce qu'il n'y a pas énormément de malades. Les malades dans le monde, c'est quelques dizaines de milliers. Donc, ça reste de médication, et c'est ça l'autre message de la diapositive, c'est excessivement onéreux. On parle là, par exemple, de la thérapie génique. Celle-là, c'est 1,9 million. 1,9 million pour une injection, pour un enfant. Neuro, c'est pas les francs pacifiques. D'accord? Alors vous pouvez vous dire, mais oui, c'est la myotrophie spinale. Non, c'est pareil pour les autres thérapies géniques. Et ça, c'est un vrai problème, c'est un débat de société, et un débat aussi médico-économique, c'est comment, parce que c'est pas tenable. À terme, on pourrait y revenir, mais c'est pas possible, il faut réinventer un autre système pour ces maladies rares, dont les médications sont très coûteuses. Alors on pourrait se dire, mais voilà, la thérapie génique, je comprends, c'est compliqué, etc. Mais les autres, c'est pareil. Alors les autres, si on aborde ce sujet-là maintenant, les autres disent, oui, mais moi c'est moins cher, moi c'est 300 000 euros par an. Sauf que eux, c'est toute la vie. Alors que les premiers disent, ah ben non, c'est just one shot. Voilà. La suivante. Alors, si on rentre maintenant dans le détail de la thérapie génique, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a un virus, et donc c'est l'adéno associé, enfin le virus associé à l'adénovirus, donc l'AAV, voilà, c'est celui-là, dans lequel on va introduire le fameux gène médicament, qui n'est autre que le gène SMN que vous avez vu tout à l'heure. C'est là une copie conforme du gène SMN1. Alors, on met des choses devant le gène, derrière le gène, pour que ça fonctionne. Comme c'est un virus, on enlève toutes les particules méchantes, dangereuses, et puis on va réinjecter tout ça. Une particularité aussi de ce virus, c'est que il traverse, vous vous rappelez, la barrière hémato-encéphalique. C'est-à-dire qu'on peut le faire rentrer dans le système nerveux central. Donc, aller cibler les motoneurones qu'on avait vus tout à l'heure. Ça, c'est une particularité de cet adénovirus en particulier. Voilà pour le virus. Alors, une particularité, si je vous avais comparé la taille de ce gène médicament avec le virus, et puis les petites molécules dont je vous ai parlé, là, les
les oligo-antisens, le nusinersen, etc. Ça, ce serait tout petit là, alors que là, c'est énorme. C'est-à-dire que fabriquer des petits morceaux d'ADN, c'est facile, mais dès que vous vous lancez dans la thérapie génique, c'est énorme, la taille, et donc ça nécessite des processus industriels, mais dont on n'a pas idée. Et c'est pour ça que ça reste très cher, et que vraisemblablement, ça restera très cher, parce que c'est pas comme de la chimie, quoi. Il faut des grosses structures, des bioréacteurs et tout ça. La suivante. Alors, qu'est-ce qui fait ce virus? Donc, le virus, il est là. On lui a mis donc l'ADN que l'on veut injecter dans la cellule. On prend et on fait une perfusion, tout simplement, comme je vous ai dit tout à l'heure, unique, vous vous rappelez. Et puis, bah, ce virus va rentrer dans la cellule, va aller relarguer son petit morceau d'ADN médicament. Le petit morceau d'ADN médicament, il ne va pas s'intégrer dans les chromosomes. Les chromosomes, ils restent à l'écart, mais il va simplement faire une petite boucle ici, il va rester à l'intérieur de la cellule, et il va fabriquer de la protéine. Et en l'occurrence, de la protéine SMN pendant combien de temps? On ne sait pas. Le laboratoire nous vend, sur la base des expérimentations animales, peut-être que 10 ans, le transgène sera toujours là et qui produira la protéine. Ça reste à voir. D'accord? Mais le principe est là. Hein. La suivante. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que et ça illustre bien le problème des maladies rares. C'est-à-dire, ça, c'est Jerry Mendel, c'est un neuropédiatre bien connu à Columbus, donc dans l'Ohio, aux États-Unis. C'est lui qui a fait le premier essai dans les années, je ne sais plus si c'est marqué, 2014, donc on est déjà 8 ans en arrière. Et il a mis au point ce fameux adénovirus, la AV9, avec le gène MSM1, et surtout, il a testé ça sur un tout petit nombre d'enfants. Vous savez que normalement, quand on fait un essai clinique, on avait vu ça avec le Covid, on prend des centaines, voire des milliers de personnes. Là, on est resté sur des choses très confidentielles. Quelques malades, une injection unique, des types 1, avec des critères de choix, etc. On a commencé par des petites doses de thérapie génique, et puis on est monté après à des doses. Alors, avec les autres enfants, on est monté comme ça, doses, etc. Et puis on a regardé si c'était efficace, et en fait, c'était efficace. C'est-à-dire que les enfants survivaient, comme je vous ai expliqué, etc., etc. La suivante. Alors, ça, c'est un peu technique, mais il y a deux messages. C'est que, d'abord, il faut donner une bonne dose de thérapie génique, parce que si vous donnez une dose relativement faible, bah, l'efficacité, pour ça on a des scores un peu techniques, l'efficacité, elle existe, mais elle n'est pas terrible. En revanche, si vous donnez une dose complète de thérapie génique, donc avec beaucoup de virus, vous voyez une amélioration qui est là spectaculaire. Ça, c'est les scores de développement de l'enfant, développement moteur. Hein. Donc là, vous voyez qu'il y a des enfants qui vont quasiment être comme des enfants normaux, hein, au niveau du développement moteur. Bon. Alors le deuxième message, c'est que vous voyez que ceux qui ont été traités très tôt, ça c'est l'âge en mois, ceux qui ont été très tôt ont été améliorés très vite. À la différence de ceux qu'on a traités un peu plus tardivement, où on a eu des résultats plus mitigés. Donc, le message à retenir, c'est que plus on traite tôt cette maladie, avec de la thérapie génique ou autre chose, et plus les résultats sont efficaces, ou en tout cas significatifs. La suivante. La suivante. Voilà, ce qui a permis, sur la base de ces résultats, alors, bien sûr, il y a beaucoup de, comment dire, en anglais on dit le hype, je ne sais pas comment dire en français, un peu de surenchère médiatique, voilà, parce que après tout, c'est pas tous les jours que vous voyez ça. Ça, c'est quoi? C'est une petite fille qui, normalement, enfin pas normalement, avait été diagnostiquée type 1, donc comme les petits bébés que vous avez vus, et qui, au jour d'aujourd'hui, marche. Alors bien sûr, ils ont pris la meilleure, entre guillemets, celle qui a le mieux répondu, etc., mais c'est une réalité. Pour nous, Neuropédia, c'est un petit miracle. Hein. Bon, alors bien sûr, ça a fait la une des journaux. Ils ont eu le New England, machin. Ils n'ont pas eu le prix Nobel, mais ils le mériteraient quelque part. Voilà. La suivante. Voilà. Alors techniquement, parce que maintenant, cette thérapie génique, voilà, elle existe en France, dans le monde
j'allais dire anglo-saxons, enfin un peu partout dans le monde, pas encore en Calédonie, mais je crois en Australie. Alors en Australie, ils ont freiné les cas de fer pendant plusieurs années, maintenant ils s'y mettent. Donc c'est une injection, alors ça n'a rien de... Voilà, c'est une injection chez un petit garçon ou une petite fille, sauf que ces enfants-là, Jean-Marc s'en rappelle sans doute, ils sont très difficiles à piquer. Hein. Donc on galère. On galère pour trouver une voie. Donc généralement on leur met une voie centrale et puis on injecte le produit pendant 30 minutes, choses comme ça. Alors, un point important, c'est que il faut que ces enfants soient pas déjà immunisés contre l'AAV9. Parce que s'ils sont déjà immunisés, vous aurez beau donner votre thérapie génique, elle ne servira à rien puisque les anticorps neutraliseront l'agent. Alors, ça arrive relativement peu souvent parce que les enfants sont traités jeunes. Hein, quand ils ont 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, ils n'ont pas eu le temps de s'immuniser et de rencontrer l'AAV9 dans la nature. Autre précaution, pour que c'est comme une greffe finalement ou une transplantation, vous êtes obligé de les mettre sous stéroïdes. C'est que la cortisone, voilà, vous supprimez le système immunitaire, au moins pendant un temps, de façon à ce que la greffe prenne. Ben, c'est un peu pareil pour ces enfants. Et ensuite, il faut bien les surveiller, parce qu'on a eu des soucis. C'est vrai que ça paraît tellement magique. On arrive, et un enfant, voilà, on lui fait la thérapie génique, il rentre chez lui au bout de 3-4 jours, il va bien. Enfin, il va bien, il ne va pas se transformer tout de suite, mais ça paraît assez banal. Mais on a eu des accidents d'enfants qui ont présenté des problèmes hépatiques, des problèmes immunitaires, il faut les avoir à l'œil très longtemps, hein, et pas penser qu'on est à l'abri d'une complication si on a passé les 7 premiers jours. Hein. La suivante. Alors, ça c'est actuellement la situation. Donc il y a quand même dans le monde entier 3000 enfants qui ont reçu ce traitement à base de thérapie génique. Alors, je l'ai déjà dit, mais je le répète ici, alors en anglais c'est les serious side effects, ça veut dire les effets secondaires graves sont une réalité. Et c'est un peu le problème, c'est un peu beaucoup le problème de la thérapie génique aujourd'hui, c'est que certains ont développé des complications immunitaires. Ça c'est une TMA, bon je ne rentre pas dans les détails, mais c'est très compliqué à traiter, et quand ça se traite, ça peut se terminer par un décès. Hein. Autre problème qu'on a, alors on ne l'a pas eu en France, mais c'est arrivé dans d'autres pays que je connais bien, c'est des hépatites fulminantes chez des enfants qui avaient reçu la thérapie génique, qui au bout de 4-6 semaines ont développé comme ça les transaminases, le bilirubine, enfin, et qui en sont morts. Hein. Donc ça c'est quand même un vrai souci. Donc la thérapie génique au jour d'aujourd'hui, elle a montré son efficacité, mais elle a aussi montré ses revers, c'est-à-dire les problèmes de toxicité qui ne sont pas à ce jour complètement résolus et pas complètement compris. Et l'autre problème qu'on a, mais je vous l'ai cité tout à l'heure, c'est le problème tout simplement d'accessibilité. En France, on a, je ne sais pas si je le dis après, mais on a en gros, je sais plus, 50 enfants ou un truc comme ça, qu'on a traités comme ça, hein, avec le réseau des neuropédiatres français. Mais on n'a pas de souci d'accessibilité puisque la Sécu rembourse quelque part, même les 1,9 million. Alors, je vous rassure aussi, c'est pas ce que la Sécu paye au laboratoire. Hein. Il y a le prix affiché et puis il y a le prix négocié, et c'est plutôt proche de la moitié. Mais quand même, il faut les trouver. Mais pour nous neuropédiatres, le prix n'importe peu. On traite, s'il y a une indication médicale, on dit il faut traiter. On traite et on traite. Pour les autres pays, alors il y a ce qu'on appelle le compassionnel, c'est-à-dire qu'on peut demander au laboratoire d'offrir gracieusement le produit en question. Et ça, c'est valable pour les pays qui n'ont pas les moyens, etc. Mais je peux vous dire par expérience que c'est compliqué parce qu'il faut trouver des équipes médicales qui tiennent la route. Il faut ensuite faire venir le produit. Enfin, et puis sur le plan éthique, il y a eu des discussions, parce qu'à un moment, ça donnait l'impression d'une espèce de loterie. Hein, c'est-à-dire qu'on envoyait son dossier à la maison mère aux États-Unis, et puis il choisissait, voilà, comme ça. Hein, mais ça a permis quand même de traiter pratiquement 150 enfants, voilà, au Pérou, en Tunisie, dans des pays comme ça. Ils ont réussi à les faire traiter. Alors, on va passer à la suivante. D'accord. Voilà, ça c'était l'expérience française. Alors, est-ce que ça marche?
oui. Ça, c'est l'expérience française. Hein, là, c'était sur 33 enfants qui avaient été publiés, mais peu importe. Donc, ils s'améliorent sur le plan moteur. Ces enfants qui jamais ont été capables de s'asseoir s'assiedent. On manque de recul encore pour savoir s'ils peuvent aller plus loin, c'est-à-dire aller jusqu'à se mettre à marcher, ou en tout cas à se mettre debout. L'expérience prouve que pour qu'ils puissent imaginer se mettre debout, il faut qu'ils soient traités pratiquement à un stade très précoce où ils ont très peu de symptômes. Si on les diagnostique tôt, là, on a des résultats très intéressants. On a cette petite fille donc, du côté d'Angers, dont le frère a été traité assez tardivement, qui lui s'est mis à se mettre assis, très bien, donc il a fait des progrès. Elle a été traitée pratiquement, elle avait 0 symptômes, hein, et maintenant elle marche. Et pourtant, ils ont la même maladie, avec le même gène qui manque. Hein. Voilà, donc je vous ai parlé de la toxicité, ça on l'a observé, on a perdu une petite, je crois que c'était à Nantes, etc. Et on a la chance en France d'être couvert par la Sécu. La suivante. Voilà, donc là-dessus, je ne sais pas si vous avez des questions, parce que vous en avez certainement entendu parler, on en parle beaucoup au moment du Téléthon, c'est une réalité incontestable. On a vu une jeune fille cet après-midi, alors je ne vous ai pas parlé là des types 2, des types 3, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Alors, il y a les 2 autres molécules, hein, dont je n'ai pas le temps de parler, mais on peut là aussi les traiter efficacement. OK. Alors, un point aussi important, et ça sera l'objet de la présentation de demain, c'est que toute thérapie génique ou autre thérapie un peu innovante, si vous ne faites pas le reste de la prise en charge classique, surveiller le dos, mettre des attelles quand il en a besoin, faire de la kiné, etc., ça ne sert à rien. Hein. Or, dans l'imaginaire, à la fois des familles, des enfants eux-mêmes, ou des observateurs, on a ce sentiment quelquefois de bah oui, ça y est, c'est fini, on est guéri, tranquille. Attention. Ok, donc s'il n'y a pas de questions, je poursuis. Alors, deuxième exemple sur lequel on va aller très très vite, donc c'est la myopathie myotubulaire. Alors ça doit certainement rien vous dire. La suivante. Alors, autant les amétrophies spinales, je vous dis, il y a 3000 enfants qui ont été traités, etc. Mais celle-là, c'est une maladie excessivement rare. En France, à mon souvenir, on en voyait un par an, et encore. Un par an. Donc très très rare. Ce sont des garçons, parce que c'est une maladie qui est liée à l'X, donc ce sont les mamans qui transmettent. Il n'y a que les garçons qui sont malades. Et ils sont malades très tôt, dès la naissance, voire même avant, avec une réduction des mouvements fétaux. Et ils se présentent... voilà, c'est des grands hypotoniques. Ils ne peuvent pas respirer tout seuls, donc il faut les ventiler. Très souvent, on est obligé de les trachéotomiser, pour ceux qui survivent, parce qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à dépasser l'âge de 2 ans, hein, puisque la moitié décède avant l'âge de 2 ans. Voilà. Mais il y en a quand même quelques-uns qui survivent. La suivante, voilà. Et pour ceux qui survivent, donc vous voyez tout de suite qu'ils ont une trachéotomie, donc ils ont besoin d'être ventilés. Et puis ils ont ce faciès très amimique. Enfin voilà, c'est non seulement ça, ils ont les paupières qui tombent, ce qu'on appelle l'optosis. Ils ont là aussi tout ce qui est bouche, béance buccale, etc. Ça fait partie de la maladie. Donc une maladie excessivement rare, excessivement grave, très précoce. La suivante, pour lequel on a identifié là aussi, alors je ne sais plus en quelle année, mais ça a mis du temps, on a identifié le gène MTM1, qui code une protéine qui s'appelle la myotubularine, la suivante. Donc, ce gène, il code une protéine, on sait en gros à quoi sert cette protéine. Donc, très vite, on a pensé faire de la thérapie génique en disant, voilà, c'est pareil, on va prendre ce gène, on va le mettre dans le petit virus et on va faire la même chose que pour les amétrophies spinales. La suivante. Donc, on a fait ça d'abord chez l'animal. Vous voyez, on a pris l'ADN médicament, on l'a mis dans le virus. Alors, ce n'est pas tout à fait le même virus que tout à l'heure, c'est un AV2. On injecte les petites souris qui, d'habitude, présentent la même maladie, la suivante, et, au miracle, les petites souris sont quasiment normales. Elles reprennent du poids, elles survivent, toutes. Et donc ça a été la base de l'expérimentation d'après, la suivante, de faire ça chez des chiens. Alors, je n'ai pas le temps de vous montrer les vidéos, mais chez les chiens, c'est impressionnant. Vous avez des chiens qui sont malades, qui ont la même myopathie. Vous faites la thérapie génique et ils se remettent à galoper
quasiment immédiatement. Donc sur cette base-là, on est parti. Alors il y a aussi des études de toxicité chez le singe, mais on est parti sur l'idée de faire la même chose chez l'homme, donc chez ces petits enfants. Alors je vous passe les détails. Et l'essai, donc, puisque c'est un essai, hein, c'est une expérimentation, elle a commencé en 2017 aux États-Unis avec la société Audentes, la suivante. Alors là aussi, on ne va pas rentrer dans le protocole, mais comme c'est de la thérapie génique, vous aurez bien compris que c'est une injection unique, voilà. Et puis après, on suit les enfants, puis on voit qu'est-ce qu'ils deviennent, hein, sur plusieurs semaines, plusieurs mois. La suivante. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Et très rapidement, c'est que sur le plan moteur, comme tout à l'heure, ils font des progrès, hein, incontestablement. Celui-ci, il a gagné X points sur les échelles motrices. La suivante. Non seulement sur le plan moteur, mais sur le plan respiration, ce sont des enfants qui étaient très souvent donc trachéotomisés, ventilés, donc ils avaient besoin d'une machine. Et beaucoup d'entre eux, on a pu diminuer l'usage de la machine et voire, pour certains, débarrasser de la machine. Donc, ils n'étaient plus ventilés. D'accord? Donc, parmi ces enfants qui ont été traités, en résumé, vous en avez qu'on a amélioré sur le plan respiratoire, très nettement, mais aussi sur le plan moteur. À un point tel que certains d'entre eux marchent. D'accord? La suivante. Alors, on a vu ça aussi quand on a fait des biopsies musculaires. Je passe, on peut aller plus vite. Sur la toxicité, bon, à l'époque, les premiers patients qu'on a traités, voilà, des choses un peu compliquées, mais quand même, on a eu des alertes. Voilà. La suivante. Et puis malheureusement, au bout de 3-4 ans, alors on a augmenté le nombre d'enfants qui ont été traités, et on en a eu 3, on a observé 3 décès. Mais 3 décès, quand vous avez 23 enfants qui sont dans un essai thérapeutique, c'est beaucoup. Donc dans ces cas-là, les autorités sanitaires, en l'occurrence américaines, ont décidé de stopper et dire, bon, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Donc c'est ce qui a été fait. Et à l'époque, on a pensé, à juste titre, que c'était le foie, donc là pareil, réaction immunitaire contre le foie, avec une hépatite quasiment fulminante et qui était à la cause du décès. Mais vraisemblablement, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Alors, oui, ils ont arrêté l'essai en 2021. Non, alors c'était... Oui, non, c'est... avant. Voilà, il a été arrêté donc à la mi-2020. Et à la fin, donc 6 mois après, une fois qu'on avait fait toutes les études de toxicité, etc., pour essayer de comprendre, la FDA, donc l'autorité sanitaire US, a décidé de reprendre l'essai. Et malheureusement, l'enfant qui a été traité quelques mois après est décédé manifestement de la thérapie génique, puisqu'il a reçu cette thérapie génique 6 semaines avant de développer une hépatite fulminante. Donc là, c'est un exemple contrarié, hein, de l'efficacité de cette pathologie, enfin de la thérapie génique dans cette pathologie. La suivante. Alors après, bon, ça on va peut-être passer, mais si tu reviens sur la précédente, juste là aussi pour remettre ça dans le contexte calédonien, le docteur Missot et toutes les équipes du Medipôle ont suivi pendant des années un enfant comme celui-là. Sauf que lui, il n'a pas eu droit à la thérapie génique. Hein. Mais il a eu droit à une prise en charge adaptée. Il avait été trachéotomisé, bien pris en charge par sa maman, remis à domicile, mais au prix d'une lourdeur du handicap d'abord, et puis une lourdeur de la prise en charge. Bon. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour cette myopathie? Alors, vous me direz, il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai, hein, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce qu'on va tout arrêter, parce qu'on a vraiment manifestement des problèmes de toxicité? Est-ce qu'on va utiliser un autre virus? Est-ce qu'on va utiliser une autre approche? Mais en tout cas, là, on est un peu dans l'impasse, à la différence de la première maladie que je vous ai citée. La suivante. Voilà, ça, on passe. Voilà, et puis on va peut-être terminer pour les questions de temps. Je ne sais plus, il est quelle heure là? On a encore 10 minutes? Ah d'accord, bon alors je continue. Et là, donc, vous avez compris là, amyotrophie spinale, ça marche, c'est efficace, c'est devenu presque de la routine. Myotubulaire, c'est un échec relatif, parce qu'on a quand même montré qu'on était capable d'améliorer
les enfants, mais au prix de complications et d'une toxicité importante. Et là, on va passer donc à la myopathie de Duchenne, la suivante. Alors, la myopathie de Duchenne, il faut remettre ça dans le contexte de ces maladies du muscle primitives où le muscle dégénère. Donc, il dégénère, hein, il va disparaître, il va être remplacé par de la graisse. Et c'est pas un problème de nerf, c'est pas le motoneurone qui marche pas, non, c'est la fibre qui elle-même a décidé de disparaître en quelque sorte. Alors, historiquement, c'est Duchenne, donc Guillaume Duchenne de Boulogne, qui a décrit cette maladie-là dans les années 1860. D'accord ? Et il a fallu un certain nombre d'années pour comprendre qu'en fait, la protéine qui manquait dans cette myopathie Duchenne, c'était la dystrophine. Ok ? Jusque-là, tout va bien. Bon, et le même travail d'inventaire des gènes responsables des dystrophies musculaires a été fait pour les autres formes de maladies, alors qui n'étaient pas des Duchenne, mais qui ressemblaient quand même un peu des Duchenne, ou etc. Alors on va passer les détails, mais le message, c'est que tout ça a abouti à plein de gènes différents, et bien sûr celui de la dystrophine, qui nous intéresse là. La suivante. Alors, pour tout le monde, il faut garder en tête que c'est une maladie, alors, rare, mais que vous pouvez être amené quand même à tous vos niveaux, médecin généraliste, médecin de PMI, pédopsychiatre aussi, ou chargé des troubles des apprentissages chez les enfants, parce qu'il y a certains d'entre eux qui ont des troubles importants du développement. Bon, donc en pratique, ce sont des garçons, vous vous rappelez, hein, donc c'est transmis par les mamans, les garçons qui sont atteints. Ils sont considérés comme normaux pratiquement dans les premières années de vie. Alors c'est vrai que les neuropédiatres arrivent quand même à déceler des petites choses. Hein. C'est des enfants qui sont un peu plus mous que le reste des frères qui sont déjà nés avant. Certains aussi qui sont un peu en retard pour le langage. Il y a des petits indices quand même. Hein. Alors quelquefois les mamans y prêtent attention, quelquefois non. Et sinon, les troubles moteurs vont apparaître, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui vont commencer à avoir des difficultés pour courir, pour monter les escaliers, pour être comme les petits copains dans la cour de récréation. Ils vont avoir tendance à marcher sur la pointe des pieds, donc avoir un équin. Et puis, vous voyez, ils ont des gros mollets. Hein. Les gros mollets, les omoplates qui décollent. Les gros mollets, c'est aussi un très bon signe. Ça se voit, mais bon, il y a d'autres gens qui ont des gros mollets aussi. Hein. Surtout alors, dans le contexte calédonien, c'est vrai que pour interpréter le caractère pathologique des gros mollets, moi, j'y arrive pas encore. Hein. J'y arrive pas. Mais en tout cas, en clinique classique, etc. Donc voilà, donc des enfants qui se présentent. Alors l'autre particularité, je vous le dis, mais je rappelle, il n'y a pas officiellement de... Bon, il n'y a pas de muscle dans le cerveau, alors on l'aurait dit, mais... En revanche, il y a de la dystrophine dans le cerveau. Il y a de la dystrophine dans le cerveau. Et on sait que dans cette maladie-là, autant les amyotrophies spinales de tout à l'heure, ils sont super intelligents, et ben les Duchenne, malheureusement, alors les statistiques sont contradictoires, mais peut-être que 30, 40, 50% d'entre eux ont quand même des difficultés à l'école. Ce matin, le petit là qu'on a vu, oui, il y avait un gros retard à mon souvenir. Hein. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai souci. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe après ? La maladie progresse. Alors, s'ils sont bien pris en charge, ils vont avoir des corticoïdes à partir de l'âge de 4-5 ans pour essayer de freiner un peu la pathologie. Donc là aussi, hein, on ne guérit pas, hein, mais on essaie d'améliorer. Et puis après, les choses allant comme elles vont, vous allez avoir une majoration des troubles moteurs. Ils vont se retrouver incapables de monter les escaliers, incapables de marcher au bout d'un certain moment, et donc confinés au fauteuil roulant. C'est ces petits garçons qu'on voit au Téléthon ou ailleurs, qui ont cette atteinte musculaire majeure, qui va se compliquer dans les années qui suivent de problèmes respiratoires et de problèmes cardiaques, puisque cette myopathie-là touche le cœur. Dans le temps, de mon époque, comme on disait, ce sont les enfants qui ne dépassaient pas l'âge de 20 ans. Parce que problème de pneumonie, problème de cœur, de cardiomyopathie, etc. Au jour d'aujourd'hui, ils arrivent à 35-40 ans. Pas parce qu'il y a la thérapie génique, hein, mais parce qu'il
il y a une meilleure prise en charge, ils sont mieux intégrés, les parents sont plus motivés, ils vont plus dans les institutions un peu mouroirs, hein, où on les laissait de côté en attendant qu'ils meurent. Là, il y a vraiment on est proactif, hein, proactif avec des bons résultats. Donc ça, c'est l'histoire naturelle, ce qu'on appelle l'histoire naturelle, c'est le terme, l'histoire naturelle de la maladie de Duchenne, chez ces petits garçons qui vont aller en empirant. La suivante. Alors, je vous ai dit, donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a identifié le gène donc en 1986, et on a donc identifié la protéine qui manque, c'est-à-dire la dystrophine elle-même. Okay, alors ça, on peut le voir très bien sur le muscle, je ne rentre pas dans les détails. Ça, c'est le gène lui-même, c'est la protéine ici qui est à l'intérieur du muscle. Donc tout ça est bien connu, bien codifié. La suivante. Et d'un point de vue thérapeutique, alors, une diapo pour expliquer qu'il n'y a pas une option thérapeutique. Il y en a une multitude. Je vous ai parlé à l'instant des corticoïdes, donc des stéroïdes, qui sont le traitement, pour l'instant, disponible pour tout le monde, chez ces petits garçons. Alors, quand je dis disponible, c'est pas pour autant que tout le monde prend des stéroïdes. D'abord parce que les médecins, et notamment les médecins français, ont une réticence à prescrire des stéroïdes, donc de la cortisone, à des petits enfants. Parce que ça fait des petites tailles, ça fait prendre du poids, etc. Il y a beaucoup de complications avec les corticoïdes, comme on le sait. Hein. Mais en tout cas, le gold standard, c'est-à-dire le traitement classique, c'est quand même les glucocorticoïdes. Après, il y a d'autres drogues qu'on est en train de travailler. Il y en a une qui est intéressante et qui est maintenant donnée en routine, c'est les inhibiteurs, donc les IEC, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Ils sont des médications à visée cardiaque, hein, vous en prescrivez vraisemblablement souvent, mais qui semblent, quand on les donne précocement chez les enfants, ça semble prévenir la survenue de la cardiomyopathie. Et effectivement, ils vont plus mourir de leur cœur, puisque leur cœur sera protégé, au moins pendant quelques années, ce qui explique vraisemblablement la meilleure longévité. Une anecdote aussi. Alors, tamoxifène, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Tamoxifène. Tamoxifène, vous connaissez tous, hein, donc un anticancéreux pour les cancers hormonaux de la femme. C'est une molécule qui a été utilisée larga manu. Hein. Et chez l'animal, donc le modèle animal de la myopathie de Duchenne, curieusement, vous donnez du tamoxifène et là, les cellules, elles sont en bien meilleure forme et la souris commence à gambader. Alors, on a essayé, mais c'est compliqué. Quand vous avez une molécule qui coûte 3 fois rien en plus, hein, c'est une molécule qui coûte 3 fois rien. Quand vous expliquez à un laboratoire qu'il faudrait peut-être faire un essai, mais un vrai essai, hein, pour comparer ceux qui reçoivent du tamoxifène et ceux qui ne reçoivent pas du tamoxifène, c'est très compliqué. Personne ne veut le faire. Et puis les familles, elles savent qu'elles peuvent aller à la pharmacie du coin et se faire procurer du tamoxifène. Alors il faut une ordonnance, mais on s'arrange toujours. D'accord? Donc là, actuellement, alors c'est un essai dans lequel les équipes françaises ont participé. Les résultats intermédiaires sont pas folichons. Hein. C'est pas spectaculaire. Hein. Mais ce qui nous montre, une fois de plus, que ce que l'on voit chez la souris, quelquefois ça marche chez l'homme, mais bien souvent on a des surprises, et plutôt des mauvaises surprises, au sens où ça ne marche pas. Hein. Voilà, donc ça c'est les molécules, très bien. Et puis ce qui va nous intéresser maintenant, c'est les thérapies géniques. Alors au sens large, alors là aussi, on peut prendre des virus ou on peut ne pas prendre des virus. Je ne sais pas si j'ai des diapos, je ne crois pas, sur alors c'est compliqué, ce qu'on appelle le saut d'exon. Vous avez vu les exons tout à l'heure. On peut sauter par-dessus pour essayer de faire refabriquer de la protéine. Donc tout ça, c'est assez bien codifié. Et c'est utilisé maintenant. Alors, là aussi, c'est un autre exemple des difficultés qu'on a. Ça, on l'utilise aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont fait... voilà. Le laboratoire, Sarepta, est arrivé. Il dit, voilà, j'ai mon exon skipping, là, je peux sauter l'exon, machin chose, pour produire de la dystrophine. Ils ont produit des résultats. Les résultats étaient mitigés.
les experts de la FDA, donc l'autorité, chez nous ce serait l'HAS, hein, ou le EMA au niveau européen. Ces experts ont dit pas terrible, on rejette. Sauf que il y a eu un lobbying effréné des familles qui ont dit non, c'est pas possible. Vous nous avez déjà fait le coup avec un premier exon skipping, etc. Vous avez rejeté le dossier. Nous, on veut le médicament. Et ils ont eu le médicament. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez aux États-Unis des enfants qui sont traités par un saut d'exon. Alors, je ne rentre pas dans les détails, pour l'exon 51, pour l'exon 45, pour l'exon 53. L'efficacité reste discutée. Mais nous, en Europe, on a en quelque sorte bloqué le système. C'est-à-dire qu'on a considéré que les données, les résultats obtenus chez ces enfants n'étaient pas convaincants. Donc, de ce fait-là, c'est pas autorisé. Donc, on ne traite pas. Donc, ça vous pose quand même des problèmes un peu métaphysiques de se dire, et surtout pour les familles, elles ne comprennent pas. Vous imaginez que vous allez expliquer que la FDA fait ceci, l'agence européenne fait cela. Ils ne comprennent pas. Pour autant, moi je connais peu ou pas de familles, par exemple françaises, qui seraient parties aux États-Unis pour bénéficier de ce traitement. Lequel traitement, je le dis au passage, c'est aussi cher que les précédents. Hein. C'est 300 000 € à l'année au bas mot. Hein. Et s'ils vont aux États-Unis, il ne faut pas croire que les États-Unis vont leur donner gratuitement le produit. Donc il faut trouver aussi le financement. La Sécu va dire non, il n'y a pas de preuve scientifique, donc je ne rembourse pas. Hein. Voilà, ça donne une idée quand même des difficultés qu'on rencontre. Alors, si maintenant on se focalise sur les thérapies virales, donc, qui sont la première au-dessus, on va dire deux mots donc, de la micro et de la mini-dystrophine. Alors la suivante, voilà. Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans cette myopathie, donc vous avez bien retenu le nom de dystrophine, c'est la protéine qui manque complètement ici dans la myopathie de Duchenne. Il y a une version plus légère de la myopathie de Duchenne qui s'appelle la myopathie de Becker, où les enfants qui deviennent des adultes survivent. Et ceux-là, ils marchent aussi très longtemps. Ils ont des problèmes de cœur, souvent, des cardiomyopathies, mais ils survivent. Donc on a ces formes un peu intermédiaires. Mais sinon, la dystrophine, là, comme vous le voyez à gauche, elle est normale, elle est autour de la fibre musculaire. Et quand on regarde à l'intérieur de la cellule, et notamment de la membrane qui entoure la cellule musculaire, la fibre musculaire, eh bien on voit notre fameuse protéine, la dystrophine, qui est cette espèce de grand machin là, voilà, une énorme protéine, qui est juste sous la membrane, mais qui interagit aussi avec des choses qui doivent vous rappeler des notions d'anatomie, hein, la myosine, l'actine, enfin tout ce qui sert à contracter le muscle. Donc voilà, une énorme protéine qui est faite de plein de choses. Alors c'est des choses souvent répétées. Hein. Les cubes là que vous voyez, c'est les domaines, le rod domaine, le domaine central, mais ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Voilà. La suivante. Ça c'est le gène qui code cette protéine que vous venez de voir. Et le message que vous voyez, c'est que c'est un gène lui aussi très grand. 79 exons, très compliqué. Et qui donc arrive à fabriquer cette protéine dont vous aviez vu l'illustration juste avant. Alors, je n'ai pas le temps de m'apesantir, mais selon le type d'anomalie génétique que l'enfant présente, on peut, avec les oligo-antisense, donc avec le saut d'exon, on peut essayer de les améliorer, c'est vrai. Hein. Mais là, je vais vous parler uniquement de la thérapie génique. Le problème de ce gène, comme vous le voyez, comme il est très grand, notre adénovirus de tout à l'heure, il est trop petit pour faire entrer tout ça. Trop petit. Ça, c'est 14 ou je ne sais plus combien kilobases, alors que notre adénovirus, notre AV, dans le meilleur des cas, il arrive à rentrer 5 kilobases. Donc vous voyez, on est loin du compte. Et c'est bien pour ça, je crois que c'est la suivante, que des chercheurs se sont dit, bon, allez, réfléchissons. Le gène, il ne rentre pas, il est trop gros. Bon. Mais ils se sont dit, mais finalement, cette dystrophine, alors elle est là, quand elle est à pleine longueur, il y a tous ces éléments, mais ils se sont dit, mais est-ce qu'on ne peut pas quand même la réduire? Est-ce que finalement, en enlevant ça, on va voir ce que ça donne. Et c'est ce qu'ils ont fait.
ils ont travaillé au niveau du gène, mais ils ont abouti à des versions écourtées, raccourcies de la dystrophine, qu'on a appelée, alors selon les laboratoires, la mini-dystrophine, qui porte bien son nom, ou la microdystrophine. D'accord? C'est ces deux trucs-là. Alors ces versions de la dystrophine, donc ces petites versions, en fait, elles sont efficaces, elles restent efficaces. Peut-être pas aussi efficaces que la grande, mais en tout cas, elles sont efficaces. Qu'à cela ne tienne, du coup, les gènes le gène DMD qui code ces versions-là, cet ADN-là, on peut le rentrer dans un virus. C'est ce qu'on a fait. La suivante. Alors, on l'a fait d'abord comme toujours, chez les animaux. On l'a fait chez la souris. Et puis, très vite, on est passé chez le chien. Alors, il y a une race de chiens qui s'appelle le Golden Retriever, que vous connaissez peut-être, qui manque quand ils sont malades, bien sûr. Il y a une lignée où ils ont la myopathie de Duchenne. Hein. Ils n'ont pas de dystrophine, ils ont une mutation dans le gène, et ils sont très malades. Hein. Ils sont très très malades. Donc chez eux, et en l'occurrence chez 4 d'entre eux, on a injecté de la thérapie génique avec un AAV, de nouveau, alors c'est le numéro 8, peu importe le terme, et on a pris une microdystrophine d'origine canine, et on a fait des injections, ce qu'on appelle donc loco-régional. Voilà, on a injecté dans le membre pour voir ce que ça donnait. Ça, c'est un chien normal. Vous voyez la dystrophine, elle est bien présente. Ça, c'est le chien malade qui n'est pas traité. Vous voyez qu'il n'y a pas de dystrophine, donc c'est normal qu'il soit malade. Mais quand vous avez ce chien qui est injecté avec la microdystrophine et le petit virus, vous avez, si tu peux revenir sur la précédente, voilà, vous voyez réapparaître la dystrophine quasiment complète. Quasiment complète. Donc pour nous, chercheurs, c'était une divine surprise parce que on n'avait jamais été capable de faire ça précédemment. Et en plus, le chien, quand on l'examine, était capable, au niveau de la force musculaire, de récupérer. On a fait des IRM musculaires, tout ça était tout à fait concordant. Et nous laissait penser que la thérapie génique, pour la myopathie de Duchenne, était en tout cas efficace chez l'animal et vraisemblablement chez l'homme. La suivante. Alors à partir de là, effectivement, on s'est embarqué dans des essais cliniques chez l'homme. Alors, là aussi c'est intéressant. Grosse compétition, avec des laboratoires qui sont pour l'essentiel des laboratoires anglo-saxons. Le Généton s'est glissé un petit peu dans la course, plus récemment. Et puis il y a vraisemblablement aussi d'autres boîtes, d'autres laboratoires qui vont là aussi développer leurs produits de thérapie génique pour la midi-dystrophine ou la microdystrophine. La suivante. Alors le principe, vous l'avez déjà compris avec les autres expérimentations, une injection unique. On utilise un AAV. Il y a trois essais, je vous dis, il y en a 3 qui sont avec la version micro et 1 avec la version mini. Et là, de nouveau, problème de toxicité, problème de tolérance qu'on a observé avec ces enfants et ces thérapies. Et puis l'autre question qu'on se pose toujours, autant sur les amyotrophies spinales de tout à l'heure, on a vu des gamins remarcher ou marcher tout simplement. Voilà. Là, on n'y est pas encore. Parce qu'on manque de recul. On pense que ça devrait améliorer, mais jusqu'à quel point, c'est difficile de le dire. Ce qu'on sait en revanche, c'est que la dystrophine, donc la protéine elle-même, quand vous faites des biopsies musculaires chez ces enfants qui sont traités avec ce type de produit, elle réapparaît dans le muscle. Hein, elle réapparaît. Si on fait des biopsies, on les voit. Le problème, c'est est-ce que ça suffit pour améliorer la fonction? Est-ce que le gamin va être capable de marcher plus longtemps, de ne pas avoir de cardiopathie, et des choses comme ça? Ça reste encore à discuter. La suivante. Voilà, alors je ne sais pas sur la Duchenne, si vous avez des... Là aussi, vous en avez certainement vu, il y en a dans l'île. Hein. Ce matin, on en a vu une grande famille de la région de Wailou. Voilà. Alors, une famille Canac. Oui. D'accord.
D'accord. Et puis des familles européennes, moi je me souviens d'une famille, des militaires. D'accord, de passage. D'accord. Voilà, donc, alors, si on va au-delà de la thérapie génique, alors là aussi, c'est les mêmes problèmes de financement. Alors, à ce jour, il n'y a pas aucun de ces quatre produits n'est approuvé, hein. Que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Les datas, les données ne sont pas suffisamment robustes, on manque de recul, donc on attend. Et en plus, il y a des problèmes de toxicité, hein. On attend, c'est, comme j'ai dit, prometteur, mais il faut vraiment essayer de convaincre les autorités que c'est utilisé. Il est vraisemblable, même si les prix ne sont pas connus, que ça va être du même tonneau, c'est-à-dire des choses à 1 million d'euros ou 2 millions d'euros par injection et par enfant. Donc il faut là aussi se préparer. Que vous dire d'autre là-dessus? Alors, et ça je reviens peut-être dans le contexte local. C'est vrai que quand vous avez une myopathie de Duchenne dans une famille, c'est un vrai problème. Puisque vous allez... Et puis il y a une histoire, très souvent, une histoire familiale. Hein. Là, ce matin, on savait qu'il y avait des oncles maternels qui avaient eu la myopathie de Duchenne, voilà, et qui étaient morts à 20 ans. Ça, c'était dans l'ancien temps. Bon, donc, les familles ont une mémoire collective. Pour autant, l'information, c'est-à-dire, vous savez que les filles peuvent être transmettrices, etc., et elles-mêmes avoir des enfants atteints. Et c'est ce qui est arrivé ce matin, quand on a découvert que voilà, une nièce d'un des oncles a ramené son petit enfant avec des troubles moteurs, des troubles de la marche, et c'était à l'évidence une myopathie du chêne. Et l'information n'était pas arrivée jusqu'à cette jeune femme, et qui pour elle, ça a été, voilà, elle connaissait ses oncles. Elle connaissait ses oncles. Elle les avait connus. Mais elle ne savait pas s'il fallait faire des tests génétiques, pas génétiques, savoir si elle était transmettrice, pas transmettrice, etc. Est-ce qu'il faut faire un dépistage néonatal? Donc ça, tous ces autres problèmes-là, ils existent, hein, dans la thérapie, dans la myopathie de Duchenne. Alors nous, on parle, voilà, c'est stratosphérique, hein, c'est très innovant, c'est très tout ce que vous voulez, mais la réalité de terrain, quelquefois, c'est plus compliqué. Hein. Alors, on avance. La maladie de Pompe. Alors, la maladie de Pompe, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Vas-y, tu peux la passer. Voilà. Alors, la maladie de Pompe, ça n'a rien à voir avec le mot pompe, en fait. C'est bizarre. C'est pas la pompe à protons, c'est pas la pompe je sais pas quoi. Non. C'est un médecin. D'accord? C'est un médecin hollandais, vraisemblablement d'origine française, huguenot, qui a dû migrer par là, parce qu'il était un peu persécuté. Et le bon docteur Pompe a décrit une myopathie qui touche les enfants à la naissance. Ces enfants vont avoir une accumulation de glycogène dans leurs muscles. Ils vont avoir une cardiopathie monstrueuse à la naissance, avec un gros cœur. Ils vont avoir des difficultés à respirer, etc. Donc on peut faire les diagnostics dans les premiers mois de vie. Et même les premières semaines, voire les premiers jours. C'est facile, on fait une goutte épaisse. Enfin, une goutte épaisse, non. Qu'on appelle ça un gusserie. Sur le buvard, on prend une goutte de sang, c'est tout simple. On envoie au laboratoire et on a la réponse tout de suite. Et on sait que c'est une maladie de Pompe à révélation néonatale. Mais il y a aussi des formes plus légères, ou en tout cas révélation plus tardive. Ce jeune garçon, par exemple, c'était Jean-Marie Cuisset à Lille qui le suivait. En fait, il a débarqué en réanimation. Après une rando en montagne, je ne sais pas quoi, et en redescendant, il était en insuffisance respiratoire complète, obligé d'être ventilé pendant plusieurs jours, trachéotomisé. Et au décours, on a vu qu'il avait des CPK, donc des enzymes musculaires un peu augmentées, et puis en fait, de fil en aiguille, on a vu que c'était une maladie de Pompe, c'était la même chose. Et puis vous avez les formes qui sont encore à révélation plus tardive, etc. Enfin, je vous passe les détails. Une particularité, vous voyez, comme chez cet enfant et chez cette personne âgée, hein, puisque lui a été diagnostiqué à 60 ans, c'est qu'ils ont tous besoin d'une ventilation assistée. Donc en fait, ils ont surtout un problème respiratoire, alors qu'ils peuvent continuer à marcher, en tout cas pour beaucoup d'entre eux. Donc cette maladie-là, elle est liée donc, à une accumulation de glycogène. Alors pourquoi le glycogène s'accumule? C'est parce que vous avez une enzyme qui est dans les lysosomes, si vous vous rappelez les lysosomes à l'intérieur, c'est l'usine de recyclage, on va dire, de la cellule. Et bien cette enzyme qu'on appelle l'alpha-glucosidase est absente.
Alors absente totalement chez les tout petits, et puis chez les plus âgés, elle est en partie présente. Cette GA, cette enzyme, on sait maintenant la remplacer. Et on peut donner, ça c'est le traitement de base, ça se fait depuis 1986, vous injectez, vous faites des perfusions de cette enzyme tous les 15 jours, donc il faut aller à l'hôpital. En France, on est assez ringard pour ça, parce qu'on ne fait pas à domicile. Et puis vous allez recevoir votre dose d'alpha-glucosidase, et puis vous espérez que ça aille mieux. Alors ça va mieux, oui, d'une certaine manière, en tout cas chez les tout petits, on arrive à les faire survivre, parce que la plupart d'entre eux ne survivaient pas quand ils n'étaient pas traités. Après, alors certains d'entre eux marchent, mais c'est plutôt l'exception. Les autres vont garder quand même un handicap moteur lourd. Hein, c'est-à-dire qu'ils vont parfois nécessiter une ventilation au long cours. Quant aux adultes, alors c'est encore plus mitigé, parce que là, les tableaux sont tellement différents que c'est plus compliqué pour faire des statistiques, mais il semblerait quand même que sur le plan respiratoire, on améliore un peu les gens, et même sur le plan moteur, qu'ils soient un peu plus efficients. Voilà pour la maladie de Pompe. Donc, maladie alors, rare, très rare, qui concerne quand même quelques milliers ou dizaines de milliers d'individus sur cette terre, que l'on sait quand même diagnostiquer facilement, à condition d'y penser, et pour lequel il y a un traitement de référence. La suivante. Voilà. Alors le problème, parce que depuis qu'on traite, alors l'ERT, ça veut dire l'enzyme, la thérapie substitutive enzymatique, donc c'est ce que je vous disais, on injecte tous les 15 jours ce truc-là. Et le problème, c'est qu'on a vu qu'au long cours, il y a un effet d'épuisement, c'est-à-dire que l'enzyme, même si on double les doses, voilà, soit parce qu'il n'arrive pas à rentrer dans la cellule comme il faut, la cellule musculaire, mais le fait est que ça marche moins bien. D'où la nécessité de réfléchir à des thérapies plus innovantes, d'où l'idée de la thérapie génique. Et c'est ce qui est en train de se développer, si on voit la prochaine. Alors voilà, comme je vous ai dit, donc l'enzymothérapie, c'est bien, c'est le traitement de référence, mais ça marche moyennement au long cours. Donc la thérapie génique, c'était vraiment l'autre voie. Alors il y a d'autres voies, d'autres approches, sur lesquelles je ne vais pas insister, mais qui peuvent être envisagées. La suivante. Voilà, ça c'est les fameuses... on peut passer, celle-là. Voilà, alors ça c'est un trait d'humour, la gene thérapie. Voilà, si vous avez, à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, vous avez une boutique qui s'appelle la gene thérapie. Bon. Et ben, la gene thérapie pour la myopathie de Pompe, la maladie de Pompe, la suivante, elle est basée sur des expérimentations animales, comme toujours. Et là, c'est assez spectaculaire. Si on injecte un virus qui contient le gène c'est pas l'enzyme elle-même, c'est le gène qui code l'enzyme, eh bien, vous voyez disparaître le glycogène assez rapidement, à la fois au niveau du muscle, mais aussi au niveau du myocarde. La suivante. Voilà, donc, partant de ce principe, on a commencé à réfléchir donc, pour les traiter l'homme. Alors, ça, c'est un rappel simplement de ce qu'on disait en préambule sur la thérapie génique. Toujours pareil, une injection, voilà, d'un vecteur qui contient le médicament, le gène médicament. Voilà, c'est le principe qu'on a évoqué là depuis le début de cette soirée. Voilà. La suivante. Alors donc pour la myopathie, donc pour la maladie de Pompe, on utilise donc pareil, l'AAV vector, le vecteur AAV, qui peut, alors là pour le coup la taille du gène qui code la GA est assez petite. Donc on peut là aussi tout mettre à l'intérieur et puis injecter ça dans les cellules. Alors la suivante. Alors ça c'est intéressant aussi, c'est que à la différence des autres thérapies que je vous ai citées, où on visait soit le muscle, ça c'est pour la myopathie de Duchenne, soit la myopathie myotubulaire, où on visait la corne antérieure, c'est-à-dire le motoneurone, là on va viser le foie. Alors pourquoi le foie? Alors que c'est une maladie musculaire, ça paraît pas très logique. Mais en fait, la logique c'est de dire, les adénovirus que vous injectez là, ils passent dans la circulation, bien sûr, et à un moment, ils vont être filtrés par le foie. Et ils vont rester dans le foie,
si vous faites le nécessaire. Donc il faut les programmer pour qu'ils restent dans le foie. Et une fois dans le foie, c'est eux qui vont fabriquer de la protéine, ils vont fabriquer de l'enzyme. Et cette enzyme va circuler de manière générale, dans la circulation générale, et aller jusqu'au muscle qui en a besoin. D'accord ? C'est ça un peu la particularité de cette approche de thérapie génique, en tout cas celle qui a été développée par la société Spark, qui est un partenaire du Généton, parce que c'est un chercheur qui a développé cette technique. La suivante. Donc voilà, alors, c'est ça, c'est la même chose, hein, en gros. Vous injectez vos virus, ils vont être là, ensuite il y a la protéine qui est produite, la protéine elle rentre et puis ensuite elle va faire son boulot d'enzyme. La suivante. Alors ça y est, c'est-à-dire qu'on on s'est lancé dans une les premiers patients ont reçu leur thérapie génique pour la maladie de Pompe. Alors, ce sont les adultes pour l'instant, on s'est intéressé qu'aux adultes. Ce qui nous pose des problèmes d'ailleurs, parce que les adultes, ils sont naturellement, en tout cas statistiquement, plus prônes à être immunoprotégés, c'est-à-dire qu'ils sont déjà vaccinés contre la AV, puisqu'ils sont plus grands, ils sont plus âgés. Donc pour recruter, c'est un vrai problème. Je peux vous le dire. Et donc, ils vont recevoir une injection unique. Voilà. On va surveiller comment tout ça est toléré. Pour l'instant, je croise les doigts, ça a l'air d'être pas mal. Et puis, vous voyez, c'est quand même, on y va doucement. Hein. C'est-à-dire qu'on commence par 5 patients. Puis, si ça se passe bien, on va reprendre 5 patients de plus. Et puis, 5 autres, etc. etc. Alors, on a toutes les raisons de penser que c'est l'avenir pour cette maladie. Alors, peut-être en complément de la thérapeutique enzymatique de substitution, c'est-à-dire qu'on ferait les deux, à la fois la thérapie génique et ça, à condition que celle-là soit bien tolérée. Comme je dis, pour l'instant, c'est le cas, mais il faut être prudent. Et là, vous voyez, ce sont des adultes qu'on traite. Des adultes. Et le jour viendra peut-être où on s'intéressera aux enfants, les tout petits que vous avez vus, pour les traiter le plus efficacement et le plus précocement possible. La suivante. Voilà, donc ça c'était l'actualité de... je vous ai dit, donc l'essai qui commence. Voilà, il y a eu 2 patients, en tout cas en novembre 2021, donc il y en a certainement eu d'autres depuis. Pas de gros problèmes. Et là aussi, hein, rassurons-nous, ce sera les mêmes prix si un jour ce produit est développé. Ce sera de la thérapie génique, donc ce sera fatalement très cher. Alors que l'enzymothérapie, alors je ne dis pas qu'elle est bon marché, hein, mais c'est quand même 200 000 € ou 300 000 € à l'année, toute la vie. Hein. Ça fait quand même des sommes. La suivante. Voilà, donc ça c'est... Alors, il y a je vous ai parlé du foie, c'est-à-dire que ça c'est une approche qui a été développée par Spark, mais il y en a d'autres qui font de la thérapie génique. Je crois que c'est Pfizer, je ne sais pas si c'est là ou ça. Non, c'est celui-là. Alors, celui-là, ça pose un problème parce que... donc, Audentes, si vous avez vu les diapositives suivantes, la précédente, c'était ceux qui avaient traité les myotubulaires, avec l'échec qu'on a rencontré. Et eux, ils avaient donc un autre programme, toujours pour la maladie de Pompe, cette fois-ci, avec de la thérapie génique, où ils visaient, certes, le foie, mais aussi le muscle. Bon. Et eux, ils ont commencé leur essai, là, il y a peu de temps, et crac, ils ont eu comment on appelle ça, un effet secondaire grave, puisque le patient en question, je ne sais pas si c'est un enfant ou un adulte, a développé une neuropathie sévère. Donc les autorités de régulation ont dit stop. Retournez voir les datas, qu'est-ce qui s'est passé, essayez de comprendre quelque chose, et puis vous reviendrez nous voir quand vous aurez compris. Donc ça a été annoncé il y a quelques jours. La suivante. Voilà, alors pour terminer... on a parlé de la thérapie génique, qui est surtout une thérapie génique de remplacement. Vous avez bien compris qu'une fois qu'on connaît le gène qui manque, on en fait un gène médicament, on le redonne aux patients, et ça se passe ou ça devrait se passer bien. Après, vous avez ce qu'on appelle l'édition génomique, le gene editing. Vous avez certainement entendu parler de CRISPR, j'imagine, ou j'espère, ou sinon je vous l'apprends. Mais CRISPR, ce sont des ciseaux moléculaires avec lesquels vous pouvez faire ce que vous voulez. Rajouter un bout d'ADN, en enlever un autre, etc. Enlever une lettre
en rajouter 10, etc. C'est un outil à façon qui marche très bien. La suivante, je crois que j'ai... Oui, alors ça, c'est les... Bon, là, on rentre dans les détails, hein, mais c'est des choses qu'on arrive à faire très, très facilement. La suivante... Alors, pour la myopathie, donc, dans notre domaine, ça se développe. Ça se développe. Et il y a donc ce charmant chercheur américain, Eric Olson, à Dallas, dans le Texas, qui a utilisé cette technique pour corriger la myopathie de Duchenne. Alors, il le fait sur les souris. Je crois qu'il est en train de le faire aussi chez le chien. Et ça marche. Et ça marche. Bon. Le problème, c'est ce qu'on appelle le off-targeting, c'est-à-dire qu'une fois que vous envoyez des ciseaux comme ça et puis vous coupez, bon alors, c'est très bien si vous coupez à l'endroit que vous avez décidé de couper. Mais si les mêmes ciseaux, en plus de faire ça, ils coupent un petit morceau ailleurs, dans votre génome, vous risquez d'avoir des ennuis, parce que si c'est une zone critique, un gène de tumeur, enfin un truc comme ça, là vous êtes dans la panade. Donc, ça explique pourquoi voilà, il n'y a pas encore eu, alors je vais vous en parler après, mais les essais chez l'homme n'ont pas encore complètement commencé. Mais en tout cas, c'est prometteur. Sur le plan scientifique, je vous rappelle que les gens qui ont découvert le CRISPR ont eu le prix Nobel, ce sont 2 femmes, dont une Française, Emmanuelle Charpentier. Alors, quand je dis que ça n'a pas tout à fait commencé, on a eu une annonce il y a 15 jours d'une biotech, donc une boîte pharma, petite, hein, toute petite, et le patron, le CEO de la boîte a envoyé une vidéo où il remercie les donateurs, les mécènes, les investisseurs, en disant on se lance dans un essai CRISPR chez un patient. Un patient. Donc, il ne s'agit pas de faire des statistiques, parce que sur un patient, vous n'allez pas faire des statistiques. Ce patient, c'est un jeune qui a 17 ans. Il est déjà donc sélectionné, on sait qui c'est. Ce n'est autre que le frère du président de la boîte. Et qui... alors, le président de la boîte, c'est un scientifique, hein, c'est un chercheur. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a développé cette biotech, cette boîte, mais dans un esprit non lucratif. Il a reçu des fonds, mais il ne va pas faire de bénéfice sur le développement de cette thérapie. Alors, c'est une petite révolution, donc ce sera le premier patient qui va être traité. En plus, ça, il est déjà en fauteuil. Il est vraisemblable qu'on n'attend pas des miracles des ciseaux moléculaires, mais on va certainement apprendre beaucoup de choses de cette première expérimentation pour voir comment ça se passe, ce que c'est bien toléré, etc. Et puis même au niveau du modèle économique, du modèle médico-économique, c'est intéressant. Et ça me permet de conclure sur la notion de maladie rare. Vous avez bien compris que tout ça est très excitant, comme on dit en anglais, mais voilà, on ne peut pas continuer comme ça. Alors soit on fait du non lucratif, soit on fait un fonds mondial pour les maladies rares, par exemple, comme on a fait pour le sida, comme on a fait pour d'autres causes, et à partir duquel on peut envisager de financer des essais et ensuite des molécules thérapeutiques. Voilà. Alors je ne sais pas si j'ai une diapo de conclusion. Non, ça c'était les aspects scientifiques de ces ciseaux moléculaires que l'on peut appliquer à la myopathie de Duchenne très facilement. La suivante. Voilà, donc ce qu'il faut garder comme message pour vous tous, c'est alors ça a beau être très rare, ça peut vous arriver, enfin au sens où vous pouvez en voir. Vous pouvez en voir à tous les niveaux. Hein. On a parlé tout à l'heure avec notre collègue pédopsychiatre, le nombre de Duchenne, par exemple, qui sont rentrés dans la filière IME, voilà, ça a été quand même assez marquant. Les médecins généralistes, c'est pareil. On a l'impression que c'est banal, un petit garçon qui a... Voilà, bon, il est un peu en retard, il est un peu plus pâteau que ses congénères. Bon, mais voilà. Donc rappelez-vous, notamment en médecine générale ou en pédiatrie générale, il suffit de faire asseoir les enfants et puis de les faire se relever. Hein. Et quand vous voyez qu'ils mettent les mains sur les cuisses pour se relever, ce qu'on appelle la manœuvre de Gowers,
vous êtes pratiquement sûr que il faut chercher du côté de la myopathe du chêne. Donc tout le monde est concerné. Alors là, je ne l'ai pas dit, mais c'est peut-être le point qu'on pourrait développer. C'est que vous avez bien compris que plus on traite précocement, plus on a une chance de ne pas voir apparaître les symptômes. Ça, c'est le principe de base. C'est valable non seulement pour la thérapie génique, mais pour toutes les autres thérapies innovantes que l'on connaît. D'où l'idée de dire, mais puisque c'est ça, il suffit de, comment on appelle ça, dépister les enfants à la naissance. Après tout. Si on les détecte à la naissance, à un moment où ils n'ont pas de symptômes, on les traite, et à ce moment-là, tout va bien, et c'est le cas. Vous avez vu l'exemple français là, de cette petite fille qui a été traitée de façon présymptomatique. Elle va bien, elle marche. Donc, pour les amyotrophies spinales, il y a de plus en plus de pays dans le monde, je crois que ça concerne maintenant plus d'1 million de naissances dans le monde, on fait de la thérapie génique. Enfin, plus exactement, on fait du dépistage néonatal. On reçoit le résultat, on dit, tiens, celui-là, il n'y en a pas beaucoup. Hein. En France, par exemple, on estime le chiffre, il y aura peut-être une trentaine ou une quarantaine d'enfants qui pourraient être dépistés comme ça, si le dépistage était en cours. Mais ceux-là, ces enfants, s'ils sont bien identifiés, on peut les traiter tout de suite, thérapie génique ou autre chose, mais on les traite. Donc ça, c'est en place, je vous ai dit, donc, dans beaucoup de pays du monde. En France, on commence à y venir. Il va y avoir des expérimentations pilotes à Bordeaux et à Strasbourg. Et puis si on est capable de démontrer que c'est efficace, qu'on est organisé, parce que vous savez, le dépistage néonatal, c'est coton. Hein. Et bien à ce moment-là, ce sera étendu à la France entière. Alors, au niveau local, est-ce que le dépistage néonatal, c'est-à-dire, peut-être vous savez, certainement même, le nombre de naissances qu'il y a en Calédonie chaque année, quelqu'un sait? 4000. Bon, 4000, si on regarde les chiffres de prévalence, alors 4000, ça veut dire 4000, donc 2000 garçons, 2000 filles. Donc déjà, ça voudrait dire qu'il y a peut-être un Duchenne tous les 2 ans, un Duchenne, et une amyotrophie spinale peut-être tous les 2 ans aussi. Donc vous voyez, c'est pas... Donc, est-ce que pour autant il faut instituer un dépistage néonatal pour ces 2 maladies-là, en plus de celles que vous connaissez, hein, puisque je pense que le Guthrie, tout ça, pour les autres, les hypothyroïdies et tout, phénylcétonurie, encore qu'il n'y a pas de phénylcétonurie. Enfin, il n'y en avait pas jusqu'à une date récente, en tout cas. Voilà, donc le dépistage néonatal, c'est la prochaine étape. Hein, mais pour les amyotrophies spinales, c'est en cours. Pour la myopathie de Duchenne, on va encore vraisemblablement galérer parce qu'on n'a pas les médicaments suffisamment efficaces pour le justifier. Même si les associations de patients poussent, elles disent, mais ce serait mieux de dépister à la naissance. Parce que ça a un coût, hein, les dépistages. Et alors, d'autant plus un coût que, si vous savez que les dépistages classiques, vous connaissez, hein, les Guthrie qu'on fait à la maternité, ils sont basés sur des méthodes biochimiques. Hein, c'est les dosages biochimiques, on peut mettre ça dans des machines, ça va très vite. Là, le dépistage de l'amyotrophie spinale, c'est pas de la biochimie, c'est de la génétique. C'est un test génétique, donc ça veut dire c'est une autre approche, c'est une autre méthodologie, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas des métiers de biochimistes, c'est des métiers de généticiens. Et ça, on n'a jamais fait encore en France, donc compliqué. Voilà, je m'arrête. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, je sais pas, on peut peut-être prendre des questions ou des commentaires, hein, parce qu'il y a. C'est gentil, merci.